l'un après l'autre, Pierre et Laurent, si vous voulez bien. Recording is on. Ça y est, merci Alex. Je vous laisse vous présenter maintenant. Vas-y, Pierre. Non, pas ordre alphabétique pour une fois, tiens. Ok, donc je me présente, je suis Laurent Mavero, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul Sabatier dans tout ce qui est le domaine de la biochimie, biologie structurale. Et depuis 3 mois maintenant, je suis le nouveau directeur de l'école doctorale de biologie santé biotechnologie, et c'est, je crois, ce titre-là que je suis parmi vous ce soir. Donc l'éthologie et le comportement sont des choses que je ne maîtrise pas vraiment, les neurosciences non plus. Donc il faudra me pardonner si j'ai des termes qui sont inappropriés dans ma présentation. Ce sera toujours bien d'avoir une présentation aussi générale. Pierre va peut-être apporter le côté plus neuro, plus spécifique. Oui, Pierre Jojo Zanon, je suis professeur à l'université Paul Sabatier, chercheur dans un laboratoire dédié à la neuroscience plutôt fondamentale et directeur de l'école doctorale, j'aurai l'occasion de le présenter en 2 mots, qui a comme caractéristique d'avoir une branche aussi à l'UT2J très forte dans le domaine un peu de la psycho, donc plus orienté comportement humain en général que biologie, disons, fondamentale, et comme mon collègue en est le spécialiste. Voilà. Donc en fait, les deux ensemble, on représente à peu près 90% Voilà. de l'activité scientifique de l'université Paul Sabatier. Voilà. 90, c'est gentil. Ouais. Il faut se gonfler un peu, hein. Oui. Donc, si vous êtes là tous ce soir, je pense que vous connaissez le sujet, mais on va parler d'école doctorale. Le but, ça va être de laisser Laurent et Pierre présenter l'école doc en quelques minutes. C'est assez libre. Et après chacune des présentations, on peut peut-être essayer d'en discuter. Si vous avez des questions directement, ils pourront y répondre. Et à la fin des deux présentations, on peut discuter librement si nos deux messieurs veulent bien donner encore un peu de leur temps. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer. Ben, on va inverser l'ordre alphabétique là pour le coup. Ok, juste pour montrer qu'on est flexible, j'ai préparé, si je trouve, partager mon écran, sélectionner une fenêtre en écran, juste 2 secondes, j'aurais dû regarder, hein. Plus tard. Ah non, c'est pas plus tard, je veux dire maintenant, en fait, je suis con. Pardon, ça faut pas le noter. Partagez votre écran. Et pourquoi est-ce qu'il veut pas partager, lui? Oh, quel âne. C'est pas moi Alors, qui. je suis Dieu le Père à peu de choses près pour ce qui est de la. C'est la première fois que je suis sur Jitsi. Ça me paraissait être parfaitement transparent. J'appuie sur partager votre écran et il veut pas le faire. Est-ce qu'il y a une autorisation à me donner ou? Je regarde moi-même. Moi, j'ai 2 ou 3 fonctionnalités qui marchent pas, comme régler le son et tous ces trucs-là. Mais partager mon écran, il veut pas faire. Ah, on dirait qu'il y a Le quelque chose voilà. qui vient. Ça vient. Là, c'est qui là? Non, ça doit être le mien. J'ai essayé de partager. On va faire une inception de GT. J'ai partagé mon propre écran. Non, ça y est? Ça y est, non, c'est pas la peine de C'est donner une génial. autorisation parce que j'arrive à partager. Si vous regardez, on avait un très bel effet de fractal qui est en train de partir avec l'écran qui se montre sur l'écran qui part sur l'écran qui parle. Alors, je vais voir si le mien fonctionne. Partagez votre écran. Moi, il veut toujours pas. Est-ce que vous avez un menu déroulant dans une petite fenêtre qui s'affiche? Il y a peut-être une autorisation à toi, Pierre, à donner en local pour qu'il partage ton Ouais, écran. c'est Moi, c'est le possible. cas chez moi. Ah, Il m'a demandé une Alors, autorisation avant de le faire. mais moi, il m'a rien demandé, c'est pour ça. Donc C'est peut-être qu'il pas y a une moyen de fenêtre donner. cachée quelque part Ouais, je vais. Alors, écoutez, généralement, ce que je fais, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux, je me déconnecte. Pendant ce temps-là, peut-être que Laurent peut danser la gigue ou quelque chose de cette nature-là pour maintenir l'ambiance. Et j'essaie de me reconnecter en espérant que ça marche mieux la deuxième fois. En fait, Ok? il fait tout pour qu'on respecte l'ordre alphabétique. J'ai bien Et c'est compris. génial, c'est absolument génial. Allez, à tout à l'heure. Ok. à tout à l'heure. Mais alors, je vais essayer de voir si moi je peux, parce que danser la gigue, c'est pas ce qui m'intéresse le plus et je risque de vous faire fuir plus qu'autre chose. Alors, ça marchait tout à l'heure, je vais voir si ça remarche. J'espère. Ok, parfait. Ça marche? J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut avoir d'autres retours? Parce que moi, avec ma connexion instable, dans le chat ou en vocal, comme vous voulez. Oui, ça marche. Ok. C'est bon? Ah, super. Super.
Ok, donc je suis là pour présenter très rapidement l'école doctorale qui est l'école doctorale biologie, santé, biotechnologie. Donc qui, comme son nom l'indique, est très axée sur Oui. la partie biologie, biotechnologie, donc des choses assez fondamentales. On est aussi pas mal intéressé par tout ce qui est santé, donc on a pas mal de médecins, pharmaciens qui participent à cette école doctorale. Alors, donc thématique générale, donc c'est tout ce qui est sciences de la vie, biologie, médecine, avec quand même un fort aspect centré sur les. Alors j'essaie d'activer un pointeur. Ouais, ça marche. Avec un fort aspect sur tout ce qui est vraiment les objets, les aspects moléculaires, cellulaires ou intégrés, et également tous des aspects liés à l'épidémiologie et à l'éthique, notamment dans la santé. Donc c'est une des anciennes écoles doctorales une des plus anciennes écoles doctorales pardon, de Toulouse. Elle est uniquement rattachée à l'université Paul Sabatier, donc il n'y a pas de co-rattachement avec d'autres établissements. Et comme toutes les écoles doctorales de Toulouse, elle est donc membre du collège doctoral de l'université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées. Donc on essaye d'avoir des choses qui sont de plus en plus coordonnées au niveau des écoles doctorales sur le site toulousain. Donc les équipes d'accueil qui sont concernées par cette école doctorale, donc c'est à peu près on va dire 120 équipes d'accueil qui sont réparties dans une petite vingtaine de laboratoires. Ça regroupe pas loin de 850 chercheurs, enseignants-chercheurs, dont à peu près 500 sont titulaires de l'habilitation à diriger les recherches, donc habilités à encadrer des doctorants. Donc avec des statistiques par équipe, donc on a à peu près des équipes ont en moyenne une taille de 7 chercheurs, enseignants-chercheurs, sachant bien sûr que ça peut varier de façon assez impressionnante entre 1 jusqu'à 15, 16 membres dans une équipe. Et on est une grosse école doctorale dans le sens où on a 360 doctorants qui sont inscrits, donc à peu près entre 80 et 100 doctorants qui s'inscrivent chaque année. Et donc toutes les tutelles des laboratoires qui sont concernés par cette école doctorale, il y a bien sûr l'université Paul Sabatier, il y a l'INSERM, le CNRS, l'INRAE, l'Institut pour la recherche et le développement, l'établissement français du sang, et j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais j'ai plus de place sur la diapositive, mais c'est les plus gros. Il y a le NVT aussi, l'École nationale vétérinaire, ce genre de choses. Ça marche plus. Si, ça remarche. Donc les labos sont regroupés, sont un peu éparpillés sur le site de Toulouse. Alors c'est pas le but évidemment, c'est pas de regarder un petit peu tout, mais on a vraiment certains centres, certaines localisations qui sont très axés sur certaines thématiques. Et évidemment, le cancéropole, c'est pas surprenant, travaille beaucoup sur le cancer, mais pas exclusivement. Il y a aussi des centres sur le vieillissement. Après, on retrouve un petit peu plein de différentes spécialités de la biologie, de la biochimie, de la biologie moléculaire. Donc on a de l'immunologie, on a de la toxicologie, on a de l'anthropobio, on a de l'épidémiologie, enfin il y a plein de choses différentes. Et l'aspect qui est peut-être plus, qui vous intéresse un peu plus, qui concerne tout ce qui est notamment les neurosciences, va être centré sur le campus de l'université Paul Sabatier, principalement au centre de biologie intégrative, ce beau bâtiment tout neuf qui a poussé pendant les quelques dernières années et qui vient d'être mis en service. Donc lorsqu'on parle de doctorat, lorsque quelqu'un fait un doctorat, il choisit une spécialité dans laquelle ce doctorat qui sera étiqueté sur ce doctorat. Donc l'école doctorale BSB est habilitée à délivrer des doctorats dans 16 spécialités qui sont toutes listées ici. Alors on retrouve soit des aspects thématiques, cancérologie, neurosciences, etc., ou des aspects plus, on va dire, je ne veux pas dire méthodologiques, mais la biologie structurale, la bioinformatique, la physiopathologie, qui sont donc des choses qui sont peut-être plus transthématiques que vraiment la cancérologie, par exemple, strictement parlant. Donc comme je l'ai dit, on a à peu près, donc là c'est vraiment le nombre d'étudiants inscrits, donc vous voyez qu'on est entre 80 et 100, donc à peu près 90 en moyenne, une petite tendance légère à l'augmentation au cours des années, donc avec un nombre de soutenances qui est un petit peu moindre. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tant d'abandon que ça veut simplement dire que le doctorat, qui est théoriquement prévu, en tout cas dans tout ce qui est le domaine sciences et technologies, pour durer strictement 3 ans,
en pratique, souvent dure entre 3 et 4 ans, et donc on a moins de soutenance par an que d'inscription. C'est simplement dû à un léger rallongement de la thèse, mais on est à peu près à 3,5, 3,6 ans en moyenne pour le doctorat. Donc le doctorat, pour très rapidement vous présenter comment ça va se passer, en tout cas dans notre école BSB, donc bien sûr il y a tout ce qui vient en amont avec les différentes réunions d'information. C'est à partir de quasiment mois de mars-avril que les sujets de thèse vont être disponibles sur le site web de l'école doctorale. Donc si vous êtes intéressé par suivre votre master par un doctorat, je vous encourage à aller regarder sur le site web les sujets qui sont présentés. Si des sujets vous semblent intéressants, de prendre contact avec le laboratoire d'accueil. Et en fonction des sujets, certains sont des sujets qui sont déjà financés par des financements ANR par exemple, ou d'autres qui sont pas financés et qui seront proposés au concours de l'école doctorale qui a lieu en juillet, où il y a à peu près 25 contrats de thèse par an qui sont donnés suivant le classement à ce concours de l'école doctorale. Donc pour ceux qui ont un financement et un sujet, la thèse va commencer en septembre-octobre, avec bien sûr des réunions d'information. Donc c'est pas tellement le parcours, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur les 3 ans de thèse que vous allez éventuellement suivre, bien sûr, vous avez le travail en laboratoire, qui est le travail de recherche, qui est le point culminant de votre thèse, mais pas exclusivement, puisque vous avez la possibilité, alors ça n'a aucun caractère obligatoire, mais vous avez la possibilité d'effectuer d'autres missions, telles que des missions d'enseignement. Donc ça vous permet de faire entre 60 et une soixantaine d'heures, entre 30 et 60 heures d'enseignement par an. Vous avez aussi, par contre là, c'est une obligation, l'obligation de suivre des formations, donc une centaine d'heures de formation sur les 3 ans de la thèse, à choisir parmi des formations qui sont proposées soit par l'école doctorale, puisque notre école doctorale propose une quarantaine de formations dans différentes thématiques, soit par l'école des docteurs de Toulouse, soit aussi il y a des autres validations qui sont possibles. Je crois que c'est la diapo suivante qui va permettre de déclarer, d'indiquer cela. Et bien sûr, au bout de 3 ans, théoriquement, et peut-être au bout de 4 ans, vous avez la partie soutenance de thèse, où il faudra rédiger vos travaux dans le but de soutenir votre doctorat. Au cours de votre thèse, vous allez être également suivi par un comité de suivi individuel, qu'on appelle aussi souvent le comité de thèse, qui sont donc 2 personnes qui sont extérieures alors le nombre exact peut varier en fonction des écoles doctorales, mais chez nous, c'est 2 personnes extérieures à votre laboratoire, qui sont là vraiment pour vous écouter, pour regarder le progrès de vos recherches, pour vous écouter si vous éprouvez des difficultés, pour éventuellement, ça peut arriver, s'il y a des difficultés relationnelles avec l'encadrant, essayer d'un petit peu vous aider à résoudre ça, sinon il y a bien sûr tout un tas d'autres solutions possibles. Donc comme je l'ai dit, la thèse, le doctorat, donc c'est bien sûr... on peut le considérer aussi comme une première expérience professionnelle parce que pendant 3 ans, vous allez travailler dans un laboratoire en étant financé par votre contrat doctoral. Donc vous avez en gros un CDD de 3 ans pour mener votre recherche. Mais c'est également une formation, donc formation au sein de lorsque vous menez votre recherche, mais aussi des formations spécifiques, des formations doctorales. Donc comme je l'ai dit, il y a au moins 100 heures à effectuer. Ça peut être des formations scientifiques et techniques, ça peut être des formations qui sont liées à tout ce qui est développement personnel, ou des formations qui sont destinées à vous préparer à votre insertion professionnelle. Donc ça, c'est des formations qui sont proposées par l'école doctorale ou l'école des docteurs. Bien sûr, si vous participez à des formations autres, telles que des écoles d'été, des congrès ou ce genre de choses, en général, ça donne lieu aussi à une validation d'un certain nombre d'heures. Et si vous avez des tâches d'intérêt collectif, participer dans des conseils d'école ou à l'organisation des journées de l'école doctorale qui ont lieu tous les ans où les étudiants vont présenter un peu leurs résultats, là aussi c'est valorisable dans votre parcours de formation.
Et donc tous les 2 ans, il y a une enquête, enfin pardon, tous les ans, il y a une enquête qui est faite à l'issue du doctorat qui est menée par l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées sur à +1, +3 et +5 ans pour suivre un petit peu les doctorants, donc pour voir un peu leur taux d'insertion, ce genre de choses. Donc dans l'année qui suit le doctorat, on a à peu près 70% des. Donc dans l'année qui suit, donc sachant que l'année se clôture en décembre et l'enquête a lieu en février-mars, donc vraiment c'est dans les quelques mois qui suivent la soutenance de thèse, on a à peu près 70 à 80% de personnes qui ont un emploi CDD ou CDI, sachant que si on regarde ce qui se passe l'année suivante, on est quasiment à 95-96% d'emplois à l'année qui suit en gros la thèse. Donc présentation très très rapide. Je pense que ce sera plus intéressant pour vous si vous avez des questions plus précises qu'on essaiera d'y répondre avec Pierre, plutôt que de regarder trop de diapos avec des statistiques qui ne sont pas forcément les plus passionnantes pour vous. Donc je vais m'arrêter là et en espérant que j'ai suffisamment dansé la gigue pour que Pierre puisse se reconnecter. J'ai vu que Pierre était connecté. Est-ce que, avant que Pierre présente, il y a déjà des questions sur... À moins qu'il y ait des questions immédiatement, ouais. De précises. Sinon, on attend la deuxième présentation pour en discuter, mais n'hésitez pas, même si c'est dans le chat ou si vous n'osez pas prendre la parole, en attendant que Pierre... Est-ce que, Pierre, ça se passe bien? Est-ce que vous m'entendez, Pierre? Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran. Je vois qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Je te laisse la prendre. Du coup, vous n'avez pas parlé beaucoup des conditions d'acceptation de... Comment dire? D'accord. Qu'est-ce qui fait Du que vous concours, en pouvez... fait. Voilà, alors... pour faire une thèse de façon générale à l'école doctorale chez nous, il y a 2-3 critères qui sont pas très compliqués. Enfin, s'il y a 2 critères qui sont pas très compliqués à remplir, il y en a un troisième qui peut être un peu plus compliqué. Première condition, c'est d'avoir déjà un diplôme de master avec une activité de recherche, donc un stage de recherche au cours de votre M2 en général. Si vous n'avez pas un diplôme de master, mais que vous avez par exemple, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais un diplôme d'ingénieur, etc., il y a une demande d'équivalence à faire qui n'est pas très compliquée. Il suffit simplement de démontrer que pendant votre formation de niveau master, vous avez suivi une initiation, une formation à la recherche de 4 à 6 mois. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'identifier un sujet de thèse qui vous intéresse et donc un laboratoire qui est prêt à vous accueillir. Ça aussi, c'est une deuxième condition. Et la troisième condition, qui est parfois la plus difficile à obtenir, c'est d'avoir un financement. Au niveau des domaines des sciences et technologies, il est interdit de faire un doctorat non financé. Donc même si vous avez vos propres moyens, des généreux donateurs ou autres, il vous faut un financement destiné à faire votre doctorat. Donc ce financement peut être un financement qui est proposé par le laboratoire, qui peut avoir ses propres financements, ou si le laboratoire n'a pas ses propres financements pour le doctorat, c'est via le concours de l'école doctorale que vous pouvez présenter. Donc c'est vraiment le choix du sujet qui va... selon le sujet que vous allez choisir, est-ce qu'il est financé ou pas, déjà, ça va décider si vous allez vous présenter au concours. Ensuite, il faut être honnête, le concours est quand même, il y a à peu près entre 23 et 24, 25 contrats doctoraux qui sont distribués. On va auditionner un petit peu moins que 60 candidats, donc 56 si le nombre est exact. Et si jamais il y a plus de candidats qui se présentent, il y a une première sélection qui est faite à partir du dossier. Donc il ne faut pas se leurrer. La qualité de vos résultats en master a un aspect extrêmement important, notamment le classement en master. Alors ça ne veut pas dire que c'est le seul critère, hein, bien sûr, mais il faut voir que un master qui est, alors si vous êtes dans la deuxième moitié du classement, il faut vraiment que vous soyez excellent à l'oral pour compenser ça. Donc c'est quand même un concours qui est très sélectif. Mais on a aussi le retour qui est que, en général, ceux qui veulent faire une thèse et qui se présentent au concours et qui malheureusement n'ont pas le financement de thèse,
dans les 6 mois qui suivent, dans la grande majorité des cas, dans l'année qui suit, au pire, arrive à faire une thèse financée. D'accord, merci. Ça répondait donc à la question. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole avant que Pierre nous présente le CLESCO? Est-ce qu'on attend? Je vois personne lever la main. Est-ce que Pierre, vous êtes avec nous? Je vois que sa connexion n'est pas terrible. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Pierre cette fois-ci? Je le vois. Ah si, je le vois, ça y est. Ça y est? Sa connexion n'a pas l'air terrible. Il y a une petite étiquette rouge à côté de lui. Et pour moi, il a carrément disparu. Pierre, voilà. Ah, je suis sympa comme ça. Il y a du son, par contre, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est partagé? Rien du tout, hein? Pas encore. Mais c'est-à-dire que vous êtes figé déjà. Je suis figé, je déteste ça. Pour moi, en tout cas. Je sais pas si. Moi, j'ai même pas d'image. Je vois juste un petit rond écrit PZ. Hein. Moi, je me vois, je suis tout rouge. C'est assez inquiétant. Voilà. Par contre, si j'essaie de partager l'écran, je suis exactement dans le même cas. J'ai eu un peu plus. Alors, je suis très embêté avec cette histoire. Je vais faire ça. On ne va pas attendre des années et des années. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, alors, oui. Je vais essayer, il n'y aura pas de belles images, je vais essayer de le faire par oral, ça ne sert à rien, de lutter contre les dieux de la technologie quand ils nous sont défavorables. Mais je peux vous faire une proposition si vous voulez, Pierre. J'ai ouvert ma messagerie, si vous voulez me l'envoyer, je peux le partager et vous me dites quand je passe. Oui, mais ça ferait comme dans une conférence, on dit « slides, please ». Oui, mais dis gentiment, moi, ça ne me dérange pas, comme vous voulez. Non, mais de toute façon, en grande partie, de toute manière, si vous avez bien suivi ce que Laurent vous a dit pour BSB, l'organisation est la même puisque finalement le règlement doctoral est le même, les contraintes de l'université sont les mêmes. Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est je transmettrai à Perrine ensuite le PDF, ma présentation. J'imagine que de toute manière, ça peut être distribué, mais je ne crois pas qu'il y ait des grosses différences. Première chose peut-être à vous dire, c'est une école doctorale qui est co-accréditée par Jean Jaurès et par l'université Paul Sabatier. À cela s'ajoute également le centre universitaire Champollion à Albi et l'école nationale supérieure de l'enseignement en agriculture à cause de la composante formation qui est assez forte à Clesco. Ce que je peux peut-être vous dire, techniquement, rien de particulier, peut-être les domaines disciplinaires, comme, disons, le gros de la troupe se trouve à l'UT2J, je vais vous faire une petite description des domaines scientifiques qui sont intéressés par Clesco. Il y a bien sûr pour vous les neurosciences plutôt fondamentales, la neuropsychologie qui sont les neurosciences appliquées, il y a bien sûr la psychologie en général, l'ergonomie, beaucoup de sciences du langage et de linguistique, des sciences de l'éducation et puis les sciences du mouvement humain, autrement appelées STAPS dans une vie antérieure. Le périmètre scientifique, eh bien, tout l'ensemble de ces disciplines est recouvert par 9 unités de recherche. Il y en a 6 qui sont à l'UT2J, il y en a 2 qui sont à l'UPS et une qui est à Champollion. Comme je vous l'ai déjà dit, les principales laboratoires qui sont à l'UT2J sont en gros intéressés à la psychologie sur tous ces aspects, psychologie expérimentale, mais beaucoup de psychopathologie, de psychologie de l'enfant, et puis des développements au niveau de la psychologie du travail et de l'ergonomie. Donc, c'est, disons, assez largement l'ensemble de la psychologie théorique et appliquée qui sont représentés par ces laboratoires de l'UT2J. Pour ce qui est alors,
pour ce qui est plus techniquement les neurosciences, 2 laboratoires qui sont à l'UPS, le CERCO et Tonic, un qui est plutôt recherche fondamentale en neurosciences, le second qui est plutôt en recherche, disons, appliquée autour de la médecine. Et puis à Champollion, une unité de recherche qui est une équipe d'accueil qui a comme intérêt essentiellement l'ergonomie et les technologies appliquées, l'ingénierie de l'ergonomie. Donc c'est disons, beaucoup de sciences humaines, si vous voulez, et puis les versions un tout petit peu plus musclées des sciences humaines, les neurosciences théoriques et appliquées, et puis peut-être l'ergonomie. Voilà un peu le périmètre général de l'école doctorale. C'est une école doctorale qui, par rapport à BSB, est plus petite. C'est plutôt de l'ordre de 300 étudiants, enfin doctorants, à peu près 250 à l'UTDJ, une cinquantaine qui sont à l'UPS. Cette année, on a eu, pour vous donner une petite idée, une soixantaine d'inscriptions en première année. Et à la sortie de l'école doctorale, l'année dernière, il y a eu 46 thèses soutenues. Donc, à peu de choses près, la bonne majorité des gens qui entrent, quelques années plus tard, ressortent. Et ce terme de quelques années, c'est un tout petit peu plus que la moyenne pour BSB. Une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de sciences humaines qui sont, en général, prennent beaucoup plus de temps parce qu'il y a du terrain un peu moins expérimental, un peu plus au milieu professionnel. Et on a quelque chose qui, en moyenne, dure, disons, 48 mois, c'est-à-dire plutôt 4 ans pour faire une thèse, avec, pour l'UPS, quelque chose qui est un peu plus court, de l'ordre de 34 à 35 mois. Donc, plutôt 3 ans et 3 ans et demi. À noter que, bien sûr, comme vous l'a dit Laurent, une des contraintes qu'il y a à l'UPS, c'est qu'il faut que votre projet de thèse soit financé. C'est une décision de l'UPS pour des raisons que l'on peut comprendre. Disons, le pool des encadrants est en proportion et répond à peu près aux mêmes proportions que pour BSB. Il y a 300 enseignants-chercheurs et chercheurs qui sont encadrants potentiels pour une thèse, dont 200, à peu de choses, dont 150 qui sont HDR, donc qui sont habilités à diriger les recherches, dont à être directeur de recherche principal. Peut-être aussi pour donner un petit peu d'exotisme à cette liste de Prévert, un peu plus du quart des étudiants sont des étudiants étrangers au sein de l'école doctorale. Alors, où l'histoire se complique peut-être un petit peu pour vous, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut entrer dans cette école doctorale. Comme l'a dit Laurent, une grande partie des doctorants sont sur des projets de recherche qui sont financés par des agences, par des co-tutelles, par des moyens quelque part d'autofinancement de la recherche. Le ministère, dans sa grande générosité, accorde 11 contrats doctoraux, dont 2 pour l'UPS, c'est-à-dire pour ce qui est des neurosciences, disons, pures et dures. Il n'y a que 2 CDU, donc on ne peut pas se targuer d'avoir un concours aussi prestigieux que ce qui se passe à BSB, puisque, disons, le butin que l'on peut distribuer aux candidats est très maigre. 2 pour l'ensemble des neurosciences, c'est vraiment pas énormément de choses. Quelqu'un demande la parole, je peux m'interrompre. Pauline. Non, bon, c'était une émotion comme au loto. Donc, on donne un coup de sac et on retire un morceau. Donc, pour vous, c'est peut-être intéressant, en tout cas nécessaire de savoir que ces 2 CDU ne font pas l'objet d'un concours ouvert à tout le monde, puisqu'il y a essentiellement 3 Master 2 qui émargent un petit peu dans le champ des neurosciences à l'UPS. On a décidé depuis des années déjà de privilégier les masters qui sont à l'UPS, c'est-à-dire les 2 masters
de neurosciences et le master STAPS, dont les majors de promotion ou parents utiles les suivants, eh bien, sont les candidats officiels pour ces deux CDU. Donc, il y a en général 3 candidats par année pour les deux CDU et on essaye de prendre le meilleur dans ces domaines assez différents. Donc, ce n'est pas un concours ouvert comme à BSB. Mais les critères sont du même nature que ceux de BSB, où il faut avoir un master qui est déjà branché dans le domaine de la recherche, qu'il faut avoir en tout cas une mention bien ou très bien, enfin le même genre de critères. Mais ce n'est pas un master qui est ouvert et donc on ne peut pas mettre à disposition des projets de recherche sur lesquels vous pouvez postuler. C'est quelque chose qui est un tout petit peu, comment dire, incestueux dans la manière de faire cette promotion des meilleurs étudiants master, des majors, des promotions master dans le doctorat. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Pour les statistiques, c'est quelque chose qui correspond grosso modo à ce que BSB a donné comme chiffre. Dans les détails, c'est aussi 80% des gens dans les 3 ans trouvent du boulot. Une majorité alors là, je n'ai pas les différences pour des gens qui sont en neurosciences par rapport à ceux qui sont plutôt en psychologie, mais la majorité des gens sont quand même en contrat à durée déterminée, le reste étant une proportion non négligeable quand même, une vingtaine de pourcents sont en CDI, dont une bonne partie dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter ici parce que ça n'a pas trop d'importance. Pour la formation, ça suit grosso modo ce que Laurent vous a dit pour BSB, avec un volume horaire minimum, avec différents domaines qu'il faut couvrir, un minimum dans chacun des domaines, avec aussi les mêmes offres de formation dans les écoles doctorales, dans les autres écoles doctorales, à l'école des docteurs, plus une politique très ouverte de valorisation de l'expérience disons, professionnels ou d'étudiants, les conférences, tous les endroits où vous allez pratiquer quelque part le métier de chercheur peut être utilisé pour valider des formations. Donc voilà, je crois, ce que je voulais vous dire. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé avec BSB, mais qui est peut-être un sujet de discussion plus général. Il y a des aides à la mobilité internationale. En grande partie, ce sont les mêmes que celles de BSB qui émargent à l'UPS, dont les projets ATUPS, donc, qui est l'argent qui est mis pour la mobilité des doctorants au sein de l'UPS. Il y a également une petite aide donnée par l'école doctorale en complément de ce que les étudiants peuvent obtenir, par exemple, justement, par les appels d'offres auprès des établissements. Et puis, on va peut-être essayer aussi de monter une petite, comment dire, un petit club qui permettrait aux gens qui sont partis avec l'argent, les bourses qui sont données à tous les niveaux, essayer de faire une espèce de club où il y a un partage d'expérience sur qu'est-ce que ça veut dire que de bouger pendant sa thèse. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur l'école doctorale Clesco, hormis le fait que, pour des raisons que je ne comprends pas, le partage d'écran n'est pas possible avec cette école doctorale qui est très regardante sur les PowerPoint qui peuvent être distribués sur le net. Non, c'est de l'humour. Donc voilà, je suis désolé qu'il n'y ait pas le PowerPoint, mais j'enverrai à Perrine qui probablement pourra le mettre à un endroit ou un autre. Voilà, je suis comme Laurent à disposition pour à la fois répondre spécifiquement sur l'école doctorale, mais aussi sur des problèmes plus généraux que vous pouvez avoir à vous poser relativement aux écoles doctorales et à la carrière de doctorant. Voilà. Merci. Est-ce que des questions vous viennent, chère audience? Oui, mais moi j'en ai un petit paquet. Alors peut-être j'ai pas tout bien compris, mais est-ce qu'il est possible de postuler dans les 2 écoles doctorales à la fois? C'est une bonne question. Je pense que légalement, oui. Oui, légalement, oui. Alors, Ben,
Le problème est compliqué. Je pense pas. Enfin, je pense légalement oui. Le problème, ça voudrait dire, c'est que vous devez être sur 2 projets doctoraux à la fois, ce qui est bien sûr pas possible. L'autre problème aussi, c'est que les laboratoires dépendent des écoles doctorales. Donc quelque part, tout dépend où est-ce que vous choisissez votre projet de thèse. Ça définit à quelle école doctorale vous appartenez. Donc, typiquement, si dans les neurosciences, vous êtes au CRCA, donc vous êtes intéressé plutôt aux neurosciences animales, par définition, vous allez concourir, et potentiellement, si vous êtes accepté, appartenir à l'école doctorale BSB. Si en revanche, vous avez un projet qui est versé plutôt dans les neurosciences cliniques, par exemple, et que vous voulez venir vous devez venir vous postuler à un projet qui est dans un laboratoire comme Tonic ou Clesco, le CERCO, obligatoirement, vous allez appartenir à Clesco. Donc, c'est les laboratoires, en fait, certaines équipes dans les laboratoires qui appartiennent aux écoles doctorales. C'est ça qui fait la distribution dans les écoles doctorales. Donc, vous pouvez légalement, mais techniquement, vous ne pouvez pas. D'accord. Et j'aurais voulu savoir aussi si on n'obtient pas le financement dès la sortie du master, est-ce qu'il y a une possibilité de repostuler l'année d'après? Oui. Oui, de toute façon, vous pouvez repostuler l'année suivante au concours. Après, il faut bien voir hein, que le concours de l'école, en ce qui concerne BSB, le concours de l'école doctorale, c'est entre 20 et 25 financements qui sont, j'aime pas dire distribués, mais on va dire ça quand même, qui sont donc disponibles. Sachant qu'il y a 80-90 étudiants, voire une centaine d'étudiants qui s'inscrivent par an. Donc ça veut dire que 80% des doctorants sont financés hors concours. Donc c'est vraiment pas la piste majoritaire. Hein. Mais vous pouvez candidater 2 années de suite au concours, oui. D'accord. Et peut-être que le fait d'avoir ajouté une expérience professionnelle pendant 1 an peut nous faire gagner en valeur, entre tout à guillemets. fait. C'est sûr que dans ce cas-là, l'année que vous avez d'attente pour vous représenter, vous avez tout intérêt à l'exploiter pleinement pour renforcer votre dossier et notamment en lien avec le sujet de thèse qui vous intéresse éventuellement pour être beaucoup plus solide au concours. Oui. D'accord, parce que j'avais l'impression que c'est vraiment le classement qui était regardé et que si on n'avait déjà pas le classement qui était suffisant, on n'était même pas auditionné. Donc c'est pour ça que je me disais que finalement, Donc comme dit, hein, c'est un concours très sélectif. Donc si vous avez un dossier qui, en gros, vous sortez du master, vous allez au concours. Évidemment, le seul critère que l'on peut regarder, c'est votre dossier, c'est votre master. Si ensuite, après votre master, vous avez choisi de faire 1 an dans un labo pour travailler sur telle ou telle autre thématique, bien évidemment, votre dossier est modifié. Et donc il est réexaminé. Après, on vous garantit évidemment pas qu'il sera pris non plus. Hein. Il n'y a aucune garantie ni dans un sens ni dans l'autre. Mais vous avez un dossier qui est renforcé. Ok, d'accord, merci. Et une toute dernière question, et après je laisse la parole aux autres. J'aurais voulu savoir si vous conseillez de partir à l'étranger pour réaliser la thèse, ou s'il vaut quand même peut-être mieux la faire en France si c'est possible. Alors si vous vous posez la question de faire une thèse à l'étranger, dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans les écoles doctorales dont on est en train de parler, hein, donc vous êtes inscrit dans une université étrangère. Oui, c'est ça. Là, c'est presque difficile pour nous de répondre. Ça dépend vraiment de ce que vous ciblez comme carrière a posteriori. Clairement, les expériences à l'étranger, pour trouver un poste, sont un plus indéniable. Sachant que cette expérience à l'étranger peut se faire pendant que vous partez faire un doctorat à l'étranger, c'est une première possibilité. Vous pouvez éventuellement, sur certains sujets qui s'y prêtent, trouver des thèses en co-tutelle, donc ils sont à partager entre 2 universités, donc une université, par exemple l'UPS et une université étrangère, avec des séjours dans les 2 laboratoires, ce genre de choses, ou bien faire une thèse, on va dire française, en France, et comme souvent c'est obligatoire par la suite, c'est de poursuivre par un postdoc, et le postdoc dans ce cas-là à l'étranger. Si je peux ajouter une petite précision, donc il y a
Ça, c'est général, c'est la loi universitaire qui le demande. Donc, vous pouvez effectivement, la solution royale, si vous voulez faire vos études à l'étranger et quelque part ne pas couper les liens avec la carrière en France, c'est-à-dire avoir un titre aussi français, c'est la co-tutelle, qui est quelque chose qui est très réglementé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que quand vous soutenez la thèse, vous avez un doctorat qui est validé dans les deux établissements. C'est-à-dire que quelque part, vous pouvez, voilà, vous avez une porte d'entrée dans les deux. Alors, ça, c'est la façon, quelque part, de vous assurer, mais c'est aussi compliqué, c'est plein de contraintes. Et voilà. L'autre, qui est un peu plus soft, dira-t-on, c'est d'avoir une codirection, c'est-à-dire officiellement, vous avez une thèse de l'Université de Toulouse, avec un directeur ici, un codirecteur à l'étranger. Mais ça ne vous donne aucun droit sur l'université étrangère. C'est juste le fait que, quelque part, sur votre curriculum, ressort le fait que votre thèse est issue d'une codirection avec quelqu'un à l'étranger. Ça probablement témoigne du fait que vous avez passé un petit peu de temps à l'étranger aussi. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire qui est plus soft. Mais vous avez un titre de l'université Paul Sabatier. Bien sûr, vous pouvez à l'étranger faire une thèse à l'étranger. Peut-être ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que le doctorat est quand même, qu'on le veuille ou non, un titre international. Je ne pense pas que si vous sortez de l'université de Toulouse et que vous allez postuler comme un postdoc avec l'appui de votre directeur ici, vous soyez dans une mauvaise position pour obtenir un poste aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais qui sait où il n'y a pas de co-virus, par exemple, de Covid, ça serait une bonne idée. Mais ça, c'est en dehors de l'école doctorale. Par contre, je ne suis pas exactement sûr, à moins que ce soit quelque chose de très bien structuré, qu'une codirection est indispensable. Donc, quelque part, le passeport, c'est le doctorat d'une bonne université avec des bons encadrants, avec un jury qui a pu bien évaluer la valeur de la chose. Et ça, c'est le sésame à peu près dans toutes les universités du monde. D'accord. Et concernant la codirection, comment est-ce qu'on postule dans ce genre de thèse? De toute façon, la codirection, ça veut dire que vous avez un directeur à l'UPS, dans un des laboratoires de l'UPS, qui lui a une collaboration de longue date avec je ne sais pas qui dans le Missouri, et que ce projet, pour des raisons de financement ou pas, il pense que c'est une bonne idée qu'il soit à cheval entre les expertises de deux personnes, par exemple, qui n'ont pas exactement les mêmes expertises, ou un sujet qui est développé en amont d'une demande de projet européen, ou que sais-je. Mais pour des raisons un peu de politique scientifique de votre directeur de thèse, ça peut être une bonne idée d'associer quelqu'un à l'étranger à l'encadrement de votre thèse. Et c'est quelque chose qui est visible sur votre doctorat en tant que le co-directeur. Il vient de l'université de Sheffield en Angleterre et non pas un autre personnage de l'université Paul Sabatier, par exemple. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. J'ai fini. Merci Solène. Avant de répondre à la question d'Arthur qui est dans le chat, je crois qu'il y a un fellow gister qui veut prendre la parole. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Peut-être pas. Alors, si vous voulez bien répondre à la question d'Arthur, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, donc alors, je ne sais pas si la question s'adresse à BSB ou à Clesco. Alors, je vais y répondre pour BSB parce que pour BSB, le concours est ouvert à, bien sûr, des étudiants hors Toulouse, ouvert aux étudiants étrangers et de n'importe quel master. Oui. Comme je l'ai dit, la situation de Clesco est particulière. Si Laurent, d'une part, veut me refiler la moitié de ses contrats doctoraux, je les prends volontiers pour ouvrir à l'étranger et aux autres étudiants. Ce qui se trouve, c'est qu'avec les 2 doctorats potentiels avec les fonds ministériels que l'on a à l'UPS pour les neurosciences, c'est-à-dire pour Clesco, on a préféré, pour des raisons stratégiques et aussi pour maintenir en vie les masters qui émargent à l'école doctorale, de favoriser en interne. Je l'ai dit, c'est une politique qui, pour le moment, a maintenu un petit peu à flot les masters, et d'autre part, qui a permis aux gens qui se sont décarcassés pour être majors de promotion dans les masters, d'avoir une motivation pour être les meilleurs de
leur master. Alors bien sûr que le danger, c'est pas le danger, le désavantage, c'est qu'on n'est bien sûr pas ouvert à l'ensemble des autres candidatures de Toulouse, voire des autres endroits en France ou d'Europe. Hein. Je veux dire, c'est BSB a des candidats qui viennent de très largement à travers les autres établissements de la région ou en France, et c'est aussi en enrichissement. Il n'y a pas de souci. Merci. Après, il faut toujours relativiser, hein. C'est vrai pour BSB, ça l'est pour Clesco. Le concours n'est pas la voie majoritaire de financement. Largement pas. Alors, comment se déroule l'épreuve de BSB pour le concours? Je ne sais pas s'il y a une question sur le chat. Oui, on a aussi Sabrina qui lève la main. On va peut-être donner la priorité à Ceux l'oral. qui lèvent la main, bien sûr. Ouais. Sabrina, est-ce que tu as levé la main par accident? Peut-être. Bon, pardon de vous avoir coupé, on peut répondre à Coralie alors. Ok, donc la question c'était comment se déroule l'épreuve de BSB, durée de l'oral, nombre de membres du jury. Alors l'épreuve de BSB, c'est donc un exposé qui va, en gros, c'est 10 minutes d'exposé, 15 minutes de questions. L'exposé portant sur présentation de vos activités de recherche et du projet, bien sûr. Les questions portant sur tout ce que le jury a envie de poser comme question. Le jury est constitué, alors ça évolue parce qu'on a été forcé d'évoluer l'an passé parce qu'évidemment, normalement le concours se faisait avec 4 jurys de 8 personnes en parallèle. Mais du fait des contraintes sanitaires, on avait des problèmes pour avoir les salles, etc. Donc on a joué un peu différemment. On a fait 2 jurys en parallèle qui s'échangent à mi-parcours pour pouvoir faire des interclassements. Et donc ce qui a permis d'avoir des jurys qui étaient plus nombreux. Donc on va probablement avoir une douzaine de personnes dans le jury. L'objectif étant, bien sûr, comme vous avez vu, que le spectre d'activités de recherche scientifique que couvre l'école est très très large. Et bien sûr, ce spectre très large se reflète très bien dans tous les sujets qui sont présentés au concours. Et donc, il faut bien sûr que votre jury comprenne des personnes qui soient quand même capables de faire ce grand écart. Et donc, avec 12-13 personnes qu'on pioche dans les équipes d'école doctorale qui ne présentent pas de doctorants, on arrive à couvrir un peu ce spectre-là. Et donc après, il y a un classement qui est fait sur la base d'une part de la qualité du dossier, d'autre part de la qualité de l'oral, des réponses aux questions. Et s'il y a 20 bourses, les 20 premiers ont la bourse, sauf s'ils se désistent au profit d'autres financements. Est-ce que ça répond à la question de Coralie? Oui, Solène pose une question de financier. Je pense que si la réponse se trouve d'en faire une simple projection statistique, effectivement, techniquement, si je ne fais pas erreur parce que j'ai fait le même calcul, c'est vrai que vous avez techniquement plus de chances d'être pris par BSB avec le nombre de subventions, de CDU qu'ils ont, en fonction du nombre de candidats, que pour Clesco, c'est relativement fermé, ou à part le fait d'être major de promotion, vous avez peu de chances de pouvoir concourir, en tout cas d'être très 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 bien classé. C'est clair que statistiquement, c'est un peu meilleur. Le seul exemple que je peux avoir, c'est que le laboratoire CRCA qui était à Clesco a basculé il y a 7 ou 8 ans chez BSB, a en moyenne un tout petit peu plus de contrats doctoraux depuis qu'il est à BSB que quand il était à Clesco. Donc c'est une façon tout à fait pratique de répondre à la question. D'un autre côté, c'est pas forcément que comme ça que les choses se font. Je vous rappelle, comme l'a dit Laurent, que c'est une partie assez minime des financements qui sont à disposition. Je pense que si j'ai une stratégie à vous conseiller, c'est de vous rapprocher des laboratoires, de vous rapprocher des enseignants que vous avez en M2, aller voir avec eux si leur sujet vous intéresse, de voir déjà assez rapidement dans quelle mesure ils peuvent vous proposer quelque chose, et vous verrez que c'est peut-être la solution comment on pourrait appeler ça, de dernier recours, que d'aller dans cet omnibus qui s'appelle
les auditions des CDU pour aller décrocher un contrat. C'est clair que c'est plus sûr de trouver quelqu'un qui est intéressé par votre profil et qui vous donne de l'argent qu'il a pour 3 ans pour faire un doctorat sur ses fonds, quand je dis personnels, soit de laboratoire, soit de son équipe de recherche, etc. Donc, le moyen le plus sûr, c'est de trouver quelqu'un rapidement qui a de l'argent à lui et qui est intéressé. Parce que juste pour compléter toujours sur la question de Solène, n'oubliez pas que avoir un CDU, c'est une chose, donc on peut se dire que statistiquement à l'école doctorale, il y a plus de chances qu'à Clesco, mais n'oubliez pas qu'une fois que vous avez votre CDU, il faut faire le travail sur lequel vous êtes engagé, et donc c'est quand même mieux si le sujet vous plaît. Bien sûr. Donc même si le sujet vous plaît, si le sujet qui vous plaît et qui vous intéresse vraiment est à Clesco, voilà, il vaut mieux aller à Clesco. Je pense que la question du financement, je ne vais pas dire qu'elle est accessoire, parce qu'évidemment elle ne l'est pas du tout, mais il faut quand même se rendre compte que s'engager dans une thèse est quelque chose qui va vous prendre du temps, et que vous allez... Enfin, c'est un travail où on est en dehors du laboratoire, on pense encore à sa thèse. Donc vous allez vivre votre thèse intensément, et donc votre sujet de thèse pendant 3 ans minimum, et donc il vaut mieux qu'il vous intéresse. Donc les arguments statistiques, c'est une chose, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de trouver un sujet dans lequel vous arrivez à vous passionner, qui sera beaucoup plus intéressant pour vous. Julien, un postdoc est-il obligatoire après le doctorat? Non, rien n'est obligatoire. Mais, légalement, non. Non, mais bien évidemment, oui. Oui. Alors, quelles sont les possibilités? Vous savez, il y a les postes d'ATER qui, en principe, ne sont pas exactement faits pour ça, mais qui permettent d'avoir un financement pendant un petit moment. On ne le conseille pas trop parce que ça veut dire que vous allez être pris dans l'enseignement et que c'est généralement à la fin de votre thèse que vous avez besoin d'argent. Donc, c'est vraiment là aussi une solution de dernier recours. C'est une expérience, bien sûr, de postdoc dans le sens que vous faites de l'enseignement, qui est quelque chose qui est valorisant si jamais vous voulez entrer dans la carrière d'enseignant-chercheur ou de chercheur. Donc, toute l'expérience postdoctorale, quelle qu'elle soit, est bien sûr valorisée, que ce soit dans le même laboratoire, que ce soit comme ATER. Et bien sûr, ce qui est pas préconisé, mais qui serait un peu la voie royale, c'est d'être capable de partir pendant 1 année ou 2 ans dans un autre laboratoire, voire encore mieux dans un autre laboratoire à l'étranger, parce que ça montre non seulement votre motivation comme à l'armée, mais ça montre surtout votre flexibilité, la manière que vous avez de vous approprier ou d'enrichir ou de développer plus avant votre sujet de thèse. Et je pense que c'est quelque chose, on peut comprendre, qui est une façon de décoder le curriculum vitae d'un futur maître, je sais pas, chercheur ou bien enseignant-chercheur. L'expérience est quelque chose qui est fortement valorisé, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral ou en chat? Moi, s'il n'y a personne, je vais en poser une supplémentaire. Vas-y, Solène. Alors après, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais si l'objectif final, c'est un poste d'attaché de recherche clinique, est-ce que selon vous, l'idée de faire une thèse est quand même pertinente ou est-ce que du coup, ça n'a pas tellement d'intérêt? Je me tourne vers Pierre dans l'espoir qu'il puisse répondre oui, à la question, parce que moi j'en suis incapable. Alors je vais tourner à l'envers. Je ne pense pas qu'un attaché de recherche nécessite le doctorat. Je pense qu'un master doit suffire. Il faut regarder sur je ne sais pas quel site, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin. En revanche, ce que je sais, ça c'est plutôt par expérience. Actuellement, dans les hôpitaux, et surtout dans les hôpitaux universitaires où se fait de la recherche, la tendance est exactement celle de se dire que les gens qui sont entrés comme attachés de recherche à l'hôpital, on les pousse très fortement à faire une thèse. Ça va dans le sens de toutes les professions médicales qui doivent s'universitariser. Avant, on pouvait être infirmière sans master, maintenant ils font un master. Donc ça veut dire pour les gens, quelque part, il y a une montée vers le haut des exigences, en tout cas des demandes, peut-être pas à l'entrée, mais je pense que si vous entrez comme attaché de recherche à l'hôpital avec un
master, vous allez assez rapidement, surtout si vous êtes bon et que vous prenez de la place dans la recherche, je pense que votre chef de service va commencer à vous souffler dans les bronches pour vous demander d'entrer en thèse, donc parce que pour lui, c'est aussi une plus-value pour la qualité de la recherche et puis aussi pour montrer l'engagement de son équipe dans une recherche, entre guillemets, officielle, structurée, comme on la demande maintenant à l'hôpital. D'accord, merci beaucoup. Mathéo nous a écrit dans le chat. Alors, si un sujet attire plusieurs candidats, comment sont-ils départagés? Donc là, c'est le choix du candidat, ça repose entièrement sur le laboratoire d'accueil, à BSB en tout cas. D'accord, donc un laboratoire ne va pas présenter, par exemple, 3 candidats sur le même sujet. Ça, l'école doctorale s'y opposera. Donc c'est vraiment un accord qui se fait entre le candidat et le laboratoire, puisque pour présenter le concours de l'école doctorale, si c'est toujours par la voie du concours, il y a quand même un travail de préparation assez intense pendant le mois qui précède le concours entre le laboratoire d'accueil et le candidat. Donc c'est vraiment le laboratoire d'accueil qui se met d'accord avec le candidat ou qui choisit le candidat s'il y en a plusieurs. C'est comme ça pour BSB. Oui, c'est comme ça pour toutes les écoles. Je pense, ouais. En dernière analyse, le doctorant est un chercheur dans un laboratoire. Très certainement, il a un formateur qui est son directeur de thèse et qui, bien sûr, peut avoir une influence assez importante dans le choix du candidat parmi les 2 ou 3 qui peuvent exister. Mais il faut vous rendre compte que, institutionnellement, vous êtes en tant que doctorant, vous êtes chercheur, certes apprenti, mais dans une structure de recherche. Et donc, c'est elle qui est pas votre recruteur officiel, mais en tout cas qui est quelque part par délégation l'instance qui vous recrute. Donc, c'est effectivement une décision du laboratoire. Ensuite, il y a Romain qui a posé une question sur les autres types de financement. Alors là, c'est une liste qui peut être longue, hein. Donc, bien sûr, tous les financements, toutes les personnes qui sont médecins, pharmaciens, etc., et qui ont un poste dans un hôpital ou ce genre de choses, peuvent très bien se servir de ce financement, de leur salaire, en fait, et de faire une thèse pendant ce temps-là. Ensuite, les autres sources de financement, c'est majoritairement, en tout cas pour BSB, les sources propres des financements des laboratoires, donc sur des projets de recherche qui ont été financés, que ce soit par les agences de financement françaises telles que l'Agence nationale de la recherche, des projets européens ou des fondations telles que l'ARC ou la fondation Bill et Melinda Gates ou ce genre de choses. Enfin, toute source de financement qu'un laboratoire peut avoir, pour peu qu'il en ait fait la demande et qu'il soit bien débrouillé, peut inclure un financement de doctorat. Après, il y a des sources de financement peut-être un peu plus particulières, notamment ce qu'on appelle les bourses CIFRE, qui sont des conventions entre un industriel et un laboratoire de recherche. Donc en gros, c'est si vous êtes sur un sujet de thèse qui intéresse beaucoup un industriel, ça peut être lui qui financera votre thèse. Hein. Mais en général, c'est souvent plutôt des ingénieurs qui sont financés comme cela, mais pas systématiquement. Pour compléter la réponse, en quelque sorte, Brainbow organise une dernière conférence dans le cycle de conférences post-master et ce sera sur tous les types de thèses possibles, enfin en général. Donc on va essayer de convier plusieurs doctorants, environ 5 qui ont des parcours différents, des bourses différentes et qui pourront vous faire relativiser sur le fait de ne pas être major de promo si vous postulez au CLESCO. Et donc ce sera l'occasion aussi de discuter de comment se passe la thèse, comment on choisit ses encadrants, est-ce que quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ce sera à la fois sur les bourses et sur comment on vit un doctorat. Alors, de mon point de vue, c'est un peu le corollaire pour répondre à Amir. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, pour les raisons qui ont été mentionnées par Laurent, pour aussi, en corollaire de ce qu'on a dit jusqu'à présent, il faut vous présenter un seul comment on appelle,
à un seul Oui. sujet de thèse. De toute manière, le laboratoire ne peut pas courir le risque d'avoir un sujet de thèse qui n'est pas financé. Donc, personne ne va accepter de prendre qu'il y ait une personne qui est sur 2 projets de thèse. Ça va De pas toute façon, se faire. au concours, enfin, BSB ne l'acceptera pas au concours. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Puis vous n'aurez pas la possibilité de préparer le concours sur les 2 sujets. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Même si, enfin voilà, c'est vraiment un accord. Après, je peux dire que rien ne vous empêchera de courir 2 lièvres à la fois, mais quand vous vous présenterez au concours, on verra bien que vous avez la même personne se présente sur 2 financements et ça passera pas. Donc, non, Bon, il faut pas le faire, quoi. Je veux dire, c'est juste pas honnête par rapport au laboratoire. Enfin voilà. De la même façon que la réciproque est vraie également, hein. Un laboratoire qui a un projet de thèse ne va pas le faire concourir à 2 personnes. D'une part parce que ça passera pas au niveau de l'école, mais c'est juste pas correct vis-à-vis cette fois-ci des candidats. Il y a un choix qui est fait entre un candidat et un labo, et un sujet de thèse, donc une équipe de recherche et un directeur de thèse. Ce choix marche dans les 2 sens. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Très bien. Alors, on a une autre question d'Alexandra. Alors, je vois pas toute la question. Alors, candidater. Je peux vous la lire. Candidater et passer devant plusieurs concours, c'est différent aussi. Candidater à plusieurs offres, oui, mais une fois qu'on a été accepté pour un concours, préparer celui-ci, je pense. Je sais pas si... Oui, alors, je suis pas sûr de comprendre. Oui. Oui, effectivement, quand l'étudiant cherche des financements de thèse, il va bien sûr peut-être identifier 3, 4 sujets de thèse qui vont l'intéresser, et il va peut-être prendre des contacts avec 3 ou 4 équipes de recherche. Ça, c'est parfaitement normal. On fait tout. Et de la même façon, une équipe de recherche qui présente un sujet de thèse a probablement peut-être 2, 3 candidats qui vont la solliciter pour avoir ce sujet de thèse. Par contre, évidemment, il y a un choix qui va être fait assez rapidement, parce que pour notamment BSB, le concours a lieu en juillet. Il faut que, alors de tête, ça doit être aux alentours de mi-juin, il faut que ça soit défini qui se présente sur quel sujet. D'accord ? Donc effectivement, vous pouvez chercher plusieurs candidats et discuter avec plusieurs équipes de recherche pour trouver votre sujet, et peut-être qu'il y a des équipes qui vous accepteront, peut-être plusieurs équipes vous accepteront, et dans ce cas-là, ça sera à vous de faire un choix entre ces équipes-là pour dire, ben voilà, parmi celles qui m'ont accepté, je choisis celle-ci. Donc ça, c'est parfaitement normal. Oui, c'est comme quand vous cherchez du boulot, vous ne faites pas qu'une seule demande de boulot en même temps. Mais une fois que vous avez décidé qui vous intéresse, voilà, on joue dans l'équipe où on a signé. D'une pierre deux coups. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas encore? Parce que j'en ai une très pratico-pratique. Vous avez dit qu'on était sélectionné sur le master. Est-ce que c'est sur l'ensemble des semestres du master ou certains en particulier? Alors ça va être très difficile de répondre parce que normalement c'est l'ensemble du master, mais le M2, enfin la deuxième année de master ayant quand même un poids plus important, puisque c'est là que vous avez une activité dans un laboratoire de 6 mois où vraiment vous pouvez montrer que, enfin, vos encadrants et vos résultats montrent que vous avez bien fait ce travail et que vous êtes intéressé par ce genre de choses. Il se trouve que l'an passé, comme le deuxième semestre de M2 avait été plutôt plus que perturbé, donc on a dû justement, comme il y a des étudiants qui ont malgré tout pu faire un peu de choses et d'autres qui n'ont pas pu en faire du tout en fonction des projets, etc., on a dû cette fois-ci ne prendre en compte que le premier semestre du master. Donc les étudiants avaient interdiction absolue de ne parler de quoi que ce soit de leur deuxième master, de leur stage, de leurs résultats, etc., pour justement avoir la plus grande égalité possible entre les candidats. D'accord, merci. Donc a priori, on verra si d'ici quelques jours on a à revoir cette affirmation, mais a priori c'est sur l'ensemble du master. Donc master 1 et master 2 C'est l'ensemble du master, mais surtout le master 2. C'est-à-dire qu'on va pas
Alors j'ai plus le barème exact en tête, le classement en Master 1 joue un petit peu, mais c'est vraiment le Master 2 qui est important. Merci. Le chat est inactif. Plus de questions? Parce que moi j'en ai une autre. Dans les centers qui sont proposés de formation, si j'ai bien compris, il y a un catalogue, j'imagine, Oui. qu'on peut trouver. Oui. Eh Est-ce oui. est-ce qu'on peut imaginer passer un diplôme, par exemple, de psychologie ou de toute autre chose? Alors, ça, j'avoue que le cas c'est pas présenté. Ça va être, enfin, les formations sont quand même donc ces 100 heures de formation à réaliser sur l'ensemble de votre doctorat. Les formations, c'est des formations qui très typiquement, c'est des formations sur 2-3 jours. Donc en gros, ça veut dire que vous avez 4-5 formations de 2-3 jours à faire au cours de votre doctorat. Je connais pas le diplôme dont vous parlez, mais je doute qu'il se prépare en 3 jours. Et donc, voilà, donc ça veut dire, n'oubliez pas que pendant ce temps, vous travaillez à plein temps sur votre doctorat. Donc voilà, je sais pas, je crois que le CAN ne s'est pas présenté chez nous, donc je peux pas, voilà, je sais pas. Mais j'ai des doutes quand même que ça soit faisable facilement et que, voilà. Moi aussi, mais je cherche. J'imagine que c'est pareil au Clasco. Ben oui, l'organisation est la même, hein, ça dépend de la loi universitaire de toute manière. Je vois que quelqu'un parle des 500 heures de stage auprès, mais j'ai pas exactement compris, Perrine, ce que vous imaginiez par faire un diplôme de psychologue en parallèle d'un doctorat à BSB. C'est la même chose pour Clesco, je veux dire. Ces formations sont des formations assez ponctuelles, la plupart du temps relativement techniques. Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer dans votre thèse? Je ne sais pas, vous avez besoin de statistiques. Alors, il peut y avoir des choses un peu plus générales, hein, mais en général, c'est avec votre directeur de thèse, essayer de profiter de cette espèce de menu qu'on vous propose dans l'école doctorale à laquelle vous appartenez, mais aussi au niveau de l'école des docteurs. Et on peut imaginer que, par exemple, pour des raisons X et Y, vous avez besoin absolument de l'anglais et que vous n'êtes pas très bon, eh bien, une formation en anglais est validée parce que c'est une langue et puis est importante pour vous parce que ça vous permet une insertion raisonnable dans le monde de la science qui continue à utiliser l'anglais majoritairement. Donc voilà, maintenant, a priori, je ne sais pas pour quelle raison, s'il y avait quelque chose qui est vraiment très important, une petite formation ponctuelle qui, dans votre thèse, vous serait une plus-value importante. Je pense que votre directeur de thèse est parfaitement capable de motiver ça et de faire passer ça presque en formation en continu, professionnelle. Bon, je dirais, en tout cas, Clesco est très large dans l'acceptation de choses un peu extérieures au menu proposé. J'imagine BSB aussi, dans la mesure où c'est quelque chose qui vous apporte. Voilà, en cours de cuisine, ça marche pas très bien, même chinoise ou même anglaise. C'est pas parce que vous faites de la cuisine anglaise que ça vous aide pour faire votre thèse. Ou même au pire, ça peut être assez detrimental, comme on dit, n'est-ce pas? Ça peut être Et après, vous pouvez, dans le cas de BSB, la liste des formations proposées sont accessibles sur le site web, même si vous n'êtes pas inscrit, hein. Donc il y a bien sûr des formations qui sont vraiment très orientées scientifiques et qui sont vraiment là pour vous aider à acquérir, comme on vient de le dire, hein, ça peut être des compléments de statistiques, des compléments de microscopie, d'imagerie, enfin ce que vous voulez. Il y a des formations qui sont plus de développement personnel, hein, il y a du s'exprimer avec aisance en public, philosophie, biologie, aspect éthique de la recherche en biologie, booster sa com, identifier ses ressources et les utiliser pour mener son projet à bien, lire vite, ce genre de choses. Donc c'est pas que des choses extrêmement scientifiques, il y a des modules aussi d'insertion professionnelle sur qu'est-ce qu'il faut faire pour créer sa start-up, comment réussir ses entretiens d'intégration, comment faire face à des interactions professionnelles difficiles. Enfin voilà, c'est pas que de la science, hein. Après, comme dit, si vous avez identifié parmi les formations qui sont proposées par le CNRS, par l'INSERM, par l'université, par ou que sais-je d'autre, des formations qui vous semblent intéressantes et qui ne sont pas proposées au catalogue, mais rien ne vous empêche
de vous y inscrire. Et en général, dans la très grande majorité des cas, une discussion avec la personne responsable des formations de l'école va vous dire, ben ça, on va considérer que ça comptera pour, je sais pas, c'est une formation de 3 jours, ben ça comptera pour 20 heures de formation et on les validera comme ça. D'accord. Bah, c'était ma question. Merci. La psychologie n'était qu'un exemple. Non, mais là, c'était un exemple de 500 heures, quoi. Ça fait beaucoup. Mal choisi. J'en ai fini avec mes questions, mais je ne sais pas s'il en reste de votre part. Moi, j'en aurais juste une pour rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que c'est forcément 100 heures pile de formation ou est-ce que, par exemple, on peut dépasser un petit peu cette Non, limite c'est au minimum 100 heures. D'accord. Parce qu'évidemment, enfin, c'est voilà, si on vous encourage pas à en faire 200 non plus, parce qu'à un moment donné, votre directeur de thèse va pas être trop d'accord. Mais évidemment, si vous en êtes à 110, personne ne vous dira rien, quoi. D'accord. Bon, Oui, si ça se justifie, en fait, c'est pas forcément Bien sûr, ouais. interdit. bon, là, peut-être quelque chose un peu comme un truc, hein, Laurent a dit que techniquement ou légalement, vous pouvez les faire pendant les 3 années de votre thèse. Pratiquement, nous, on conseille aux étudiants de le faire dans les 2 premières années. La 3e année, vous allez avoir le nez dans le guidon dans votre thèse. Votre directeur de thèse aura sorti le fouet et tous les moyens de coercion qui sont à disposition. Et fort probablement, vous aurez ni la tête à ça, ni l'envie de vraiment, puis probablement, à part un cours sur comment écrire rapidement 850 pages, il n'y a pas vraiment beaucoup de cours qui peuvent être utiles dans une phase tout proche de la rédaction. Donc, peut-être garder à l'esprit que, faire entre 100 et 150 heures, ça paraît être raisonnable sur 2 ans. Et puis après, quelque part, si vous avez encore 2 ou 3 cours à faire très ponctuels, pourquoi pas. Mais mettez l'accent sur les 2 premières années pour faire cette formation. Puis en plus, c'est probablement là que vous en avez le plus besoin. D'accord. Vous nous faites un peu peur, hein? Ah, et c'est 850 pages, c'est les versions courtes. Oui, j'imagine, oui. avec traduction simultanée en anglais et en mandarin en général. D'autres impressions horrifiées? Le chat est calme. Vous aussi. Est-ce que Laurent, Pierre, vous avez des questions à nous poser? Donc ça, c'était plutôt avoir une idée un peu de savoir à qui on parlait en termes de profil, parce que en termes, je sais pas si vous êtes étudiant ou quoi, en master, pas en master, est-ce qu'il y a des doctorants parmi vous, enfin voilà, mais ça c'est un peu difficile à faire comme ça, un tour de table à 50 personnes, c'est difficile à faire, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir juste des petits ronds avec des lettres dedans pour savoir, sans savoir à qui on parle, et en gros on sait pas si d'une part nos présentations et d'autre part nos réponses aux questions sont vraiment ciblées sur ce que vous attendez. Ah, c'est en train de défiler sur. On commence à avoir une liste, ouais. Ah, oula, d'accord. Voilà, ça c'est peut-être une façon de le faire. Si vous avez la gentillesse de nous écrire sur le chat rapidement où vous êtes. L2, Ouais, M1, bon, M1. juste pour donner une idée, quoi, qu'on voit Voilà, un petit L3 peu. psychologie. Voilà, qu'on ait une petite idée de où vous en êtes. L2, L3, donc d'accord, il y a quand même c'est pas que master. NNC, voulant dire quoi pour le master, NNC? C'est neurosciences. Neurosciences, ok. Neuropsy et neurosciences cliniques, ouais. Il y a une psychomotrice, ou une psychomotricienne, puisque c'est Sarah, un petit peu en dehors. La psychomotricité entre à l'université, bienvenue. Non, je ne me moque pas, hein, juste c'est une de ces formations paramédicales qui s'universitarise actuellement avec la nouvelle section de 60, combien est-ce qu'elle est, 79, la nouvelle section de santé et des métiers de la santé. Vous avez un message de Sarah qui nous dit qu'elle essaie de relier un master STAPS, donc ce serait plutôt Clesco. Si j'ai bien compris. STAPS, vous êtes coincé à Clesco, ouais. Oui, okay, oui, je sais que c'est pas encore en vigueur, mais il faut vous y préparer. Il faut vous y préparer. D'ailleurs, comment sont du coup départagés les majors au Clesco? Parce que c'est des. Il y a un concours. Il y a un concours. Donc en principe, le concours, il consiste en quoi exactement?
Oh, à peu près sur les mêmes règles que BSB, un peu moins nombreux puisque le jury est un peu plus petit. De tête, il y a des représentants de l'UT2J pour qu'on essaie de croiser un tout petit peu quand même les compétences et les exigences. Et puis, il y a ensuite 2 membres extérieurs à CLESCO, mais qui sont spécialistes de neurosciences, 2 membres internes à CLESCO, le directeur, moi-même. Il y a 2 étudiants qui sont là à titre d'observateurs pour qu'ils voient un peu comment ça se passe et puis qu'ils disent tout le mal qu'ils peuvent sur ces auditions. Et donc voilà comment ça se passe. Donc c'est sont exactement le même principe, sauf erreur, 12 minutes de présentation et le double 24 minutes de questions. Voilà, c'est à peu près le même genre de format que pour BSB, un peu plus intime, mais tout est un peu plus intime à CLESCO qu'à BSB, je dois bien le dire. C'est un effet de masse. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Je vous avais dit 1h30 maximum en pariant. Joli timing. Joli timing, n'est-ce pas? Mais merci à l'audience. On laisse encore 2 minutes si vous voulez, mais je pense que je ne sais pas si tout le monde a mangé, mais bon, parfait. Bon, en tout cas, on vous mettra l'enregistrement sur YouTube, donc sur la chaîne d'habitude. Vous pourrez la retrouver sur les réseaux qu'alimente Lucie. Il me reste plus qu'à vous remercier tous d'être là et puis en particulier Pierre et Laurent de nous donner leur temps précieux. Je sais qu'en ce moment c'est vraiment pas évident avec toutes les thèses en cours, mais c'était vraiment parfait pour nous. Merci infiniment. Merci à vous. C'était un plaisir et puis comment dire, bon courage. C'est le plus beau métier du monde, hein, mais vous le dites à personne. Bon, merci. Et on vous entendrez parler donc de la prochaine conférence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si, comme Romain, je crois, vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas avoir l'école doctorale. Ce sera le cas de beaucoup d'entre nous, je crois. Eh bien, bonne soirée. Merci. Laurent, à une prochaine. Bon courage pour cette prise en main de BSB. Ah ouais, ça va, c'est dur, mais ça va. Merci d'être là en tout cas. Et, ok, merci à tous. Pierre, allez, bye bye. Si vous voulez bien m'envoyer le diapo, Pierre. Je le fais. Merci beaucoup. D'accord. Merci, au revoir. Allez, bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Perrina. Bonne soirée. Merci à vous pour vos questions. Salut.